Bonjour tout le monde, je m'appelle Adriana et je suis gestionnaire de la formation chez Sonderly. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons lancé cette série virtuelle qui est gratuite et passionnante pour explorer divers sujets, permettre aux participants et participantes d'élargir leurs connaissances. Et aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'inclusion dans le milieu pédagogique. J'aimerais vous présenter Bruce Nadeau. Après avoir traversé l'école primaire avec un TDAH, il s'est retrouvé en éducation postsecondaire dans le domaine médical et dans l'enseignement. Aujourd'hui, il travaille dans le domaine des ressources humaines. Il gère une clinique de chirurgie et il est père de 2 filles. Aujourd'hui, on va avoir une perspective unique sur l'inclusion et la diversité. Et Bruce est rejoint aujourd'hui avec Julie Nadeau, ergothérapeute et enseignante certifiée possédant plus de 20 ans d'expérience dans la promotion de l'inclusion de diverses populations étudiantes. Ayant travaillé dans les services de soutien scolaire, elle va nous donner une perspective aussi à propos de la neurodiversité, son patrimoine autochtone et son expérience comme parent d'une fille autiste. Alors, avant de commencer, je voulais vous vous dire que cette séance est enregistrée. Elle sera mise en disposition par la suite et nous encourageons aussi que vous utilisez la fonction de clavardage pour poser des questions. Julie, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Adriana, pour ce chaleureux accueil. J'aimerais entamer avec une reconnaissance collective et très respectueuse que nous nous réunissons à partir de plusieurs différentes régions en ce moment. Moi, je suis sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Pikwakanagan, tandis que Bruce à Gatineau se trouve sur le territoire non cédé des Algonquins, un peuple Anishinaabe qui occupe tout le bassin de l'Outaouais depuis des milliers d'années. Et Adriana, dans la région de Toronto, est sur les terres de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Alors, collectivement, avec vous tous, nous sommes sur les territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones, y compris les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Métis et de nombreuses autres Premières Nations. Nous honorons avec le plus grand respect leur présence passée, présente et future sur ces terres et nous reconnaissons notre responsabilité partagée de bien prendre soin de la terre et de ses ressources. Je vous invite à laisser aller votre curiosité et explorer davantage les richesses des cultures autochtones. C'est ce que je fais aussi d'ailleurs. Mais un gros merci à l'équipe Sonderly d'établir des occasions de partage de connaissances pour toutes nos communautés et sans limite géographique. Alors, je cède de retour la parole à Adriana. Merci beaucoup à Julie et Bruce. La première question que j'ai pour vous à propos de l'inclusion, c'est que signifie l'inclusion pour vous? Notre perception de la vie, si je peux commencer, ça l'informe beaucoup, cette définition-là. Pour moi, l'inclusion, c'est vraiment une façon d'être. C'est un sentiment qu'on partage avec les autres. Puis, ce sentiment-là, c'est le sentiment d'appartenance puis d'acceptation. Sans ça, tant qu'à moi, l'inclusion ne peut pas s'y faire. C'est un lien très, très étroit avec les deux. Puis, cette façon d'être, c'est ce que nous sommes ou ce qu'on amène. Puis, on peut le devenir aussi. C'est pas seulement des gestes qu'on pose. Souvent, on pense à ça. Peut-être en venant ici aujourd'hui, vous croyez avoir une liste de choses à faire, mais vraiment, c'est pas juste des gestes qu'on va poser. C'est important. C'est vraiment de réfléchir que c'est en vous. Ça, si c'est la plus grosse découverte que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui est important. Puis, quand on pense à l'inclusion, tant qu'à moi, on pense toujours à une personne ou un succès, quelque chose dans notre passé. Puis, peut-être que tu t'en souviens parce que c'est un apprentissage ou c'est un succès, mais ça, c'est sûr que
histoire-là dont tu réfléchis, ça va inspirer puis guider la personne que vous êtes maintenant. Je sais pas, Bruce, toi, ce que tu en penses vraiment, si c'est un peu à quoi tu réfléchis quand tu penses à l'inclusion? Tout à fait. C'est vraiment le lien de confiance. C'est le sentiment d'appartenance qu'on ressent en tant qu'élève ou enfant avec des besoins spécifiques. C'est vraiment de se sentir naturel et de se sentir inclus et d'avoir un lien de confiance avec les éducateurs ou les professeurs. Absolument, je suis d'accord. Ouais. Oui. Et oui, vraiment, c'est l'appartenance, mais la question que j'ai aussi, c'est si nous sommes à l'école, comment est-ce que vous décrirez un champion, une championne d'inclusion à l'école parmi le personnel du milieu de l'éducation? Bien, tu vois, notre cheminement en enseignement, puis les histoires qu'on amène, ce qui informe notre approche, c'est ça qui va faire en sorte que vous êtes qui vous êtes en ce moment. Donc, pour moi, chaque moment peut modeler ton approche, puis c'est par la suite, tu n'es jamais le même, tu n'es jamais la même personne. Alors, tant qu'à moi, les champions dans l'inclusion, c'est vraiment des personnes qui sont capables de modeler leur approche, qui ont beaucoup de courage, beaucoup pour être vulnérables eux-mêmes. Il faut vraiment qu'on apprend et on chemine avec l'élève. Il ne faut pas approcher ça en croyant qu'on connaît les clés magiques, qu'on peut tout régler. Vraiment, il faut vraiment là, y réfléchir puis se dire, OK, moi, il faut que je sois capable d'admettre mes propres besoins, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour cheminer, puis il y a certains traits qu'on peut voir aussi dans ces personnes-là. Je vois souvent que c'est des gens qui démontrent beaucoup d'acceptation. Ils acceptent l'élève comme il est devant eux. Puis ça, c'est gros, là, le sentiment d'appartenance, puis d'accepter la vision de la vie de cet élève-là, il faut le croire. Puis la façon que l'élève interprète la réalité autour d'eux, on les croit. Puis on est authentique. Ça, c'est les champions que je vois. Il y a beaucoup de passion. On accueille la diversité. Tu sais, on n'en a pas peur. On dit non, c'est correct. Si j'ai quelque chose à apprendre, je vais l'apprendre aussi en même temps. Je trouve aussi que c'est des personnes qui s'adaptent facilement, puis ils gèrent leur système nerveux à eux. Parce qu'en gérant leur propre système nerveux, quand on est près d'eux, on peut ressentir ce sentiment-là de sécurité. Alors, ça fait en sorte que les éducateurs ou l'équipe école devient en fait des personnes sécuritaires. Quand on est auprès d'eux, on ressent ce sentiment-là, on se sent valorisé, accepté, puis en sécurité. Ils ont beaucoup de patience aussi avec eux-mêmes parce que des fois, ça arrive rapidement tout ça. Et puis, il faut se donner le temps d'évoluer. Puis, d'après moi, il faut tellement qu'ils portent plein de chapeaux aussi dans leur rôle d'école qu'ils doivent faire un gros mélange de toutes les recommandations. Il y a souvent une grosse équipe derrière la scène avec ces élèves-là. Orthophonie, l'équipe de comportement, physio, ergo, des enseignants ressources. Et puis, ils doivent tout amalgamer ensemble puis faire en sorte que ça va tout bien se dérouler. Donc, c'est beaucoup, là. Il y en a beaucoup de responsabilités. Puis moi, les champions que je croise, je vois souvent tout ça, un bon petit mélange de tout ça, une belle petite soupe, comme on dirait. Alors, je ne sais pas, Bruce, toi, s'il y a quelqu'un, qui te vient en tête, même quand tu penses aux champions d'inclusion. Quand je repense là, au parcours scolaire, c'était vraiment les profs que pour moi, étaient des champions d'inclusion et de diversité, étaient les profs qui me faisaient sentir comme l'équipe multidisciplinaire en arrière-scène ne se faisait pas sentir. Je me sentais comme un autre élève très normal avec ces profs-là. Je me sentais même un des leurs. Je me sentais vraiment dans une zone confort. Puis, j'étais au courant, exemple, que mes parents avaient des bonnes communications, des bons liens avec ces professionnels-là. Mais dès que j'entrais dans la cour d'école ou dans la classe,
j'étais comme un des autres 25 élèves. Tout était très normal, mais je voyais qu'il y avait des petites adaptations qui se faisaient pour mes besoins à moi. Puis pour moi, c'est ceux-là qui ressortent du lot, là, qui brillent et que je pourrais dire sont des vrais champions de l'inclusion. Oui. Puis on voit souvent ça, les modifications que ces champions-là vont apporter. C'est pas juste l'environnement physique, il y a beaucoup de petites choses qu'ils peuvent faire pour même aider à gérer le système nerveux, tamiser l'éclairage ou être consciencieux du bruit, créer des petits coins douillets ou utiliser le mouvement dans leur approche. Moi, je trouve ça aussi exactement comme tu dis, Bruce, il y a beaucoup de petites affaires qu'ils peuvent faire, des petits changements dans leur approche qui vont aider à gérer aussi la symétrie de pouvoir, souvent qu'on peut voir entre l'enseignant puis l'élève. Tu sais, il y a un beau petit lien qui s'établit, puis il y a de l'égalité entre les deux. Ouais, moi, je suis d'accord. Alors, vous avez parlé de la personne, des championnes de l'inclusion, et je voulais aussi demander quelques exemples de comment favoriser un environnement dans la classe. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la classe pour les élèves pour vraiment favoriser cet environnement? Oui, définitivement, comme on disait, juste en changeant ou un peu plus d'introspection, comme une réflexion approfondie de notre approche, puis peut-être les petits obstacles qu'on a. Des fois, dès qu'on voit le nom d'un élève ou le dossier scolaire, puis on voit un peu de renseignement, déjà, on a une réaction. Vous voyez? Donc, peut-être réfléchir un peu plus à ça. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Parce que dès le début, c'est vraiment en vous, hein? Mais dans la classe, c'est sûr qu'il y a des petites affaires qu'on peut faire toujours, comme, j'ai dit super rapidement, mais la création d'un coin douillet, c'est vraiment quelque chose que j'essaie, moi, d'aider à créer, même pour tous les niveaux d'âge. C'est sûr que ça a l'air un peu différent, au jardin maternel au secondaire. Mais ce coin-là, c'est juste un espace où on peut se retirer parfois, limiter les stimulations visuelles, même tout le bruit qui déjà rend un système nerveux un peu fragile au départ. J'essaie aussi dans le milieu scolaire, d'encourager moins d'aide visuelle un peu partout sur les murs, de créer des zones un peu plus calmes. Puis même quand on a beaucoup des fois des tablettes ouvertes, par exemple, ou des armoires qui n'ont pas de porte, puis c'est tout, on entrepose nos choses, plein de bacs, plein de différents outils. Mais si on met ça même juste dans des boîtes, puis c'est toute la même couleur de boîte, c'est plus uniforme, déjà, on aide avec le calme qu'on essaie de créer dans notre environnement. Puis peut-être qu'on aura le temps d'y revenir tantôt, mais l'addition, par exemple, de plantes dans le milieu scolaire. Puis, les plantes offrent tellement de différentes occasions de stimulation sensorielle, tactile, juste, le feuillage, il y en a qui sont un peu, il y a un duvet ou c'est lisse. Il y en a, c'est déjà fait dans plusieurs classes aussi, mais amener des éléments de l'extérieur, ajouter un aquarium, par exemple, des petites choses comme ça. Aussi donner comme la flexibilité dans les postes de travail. Donc, c'est pas toujours assis, on peut être debout, on peut utiliser une balle. Je pense Bruce aussi, c'est même quelque chose qu'il peut peut-être partager, mais même maintenant, des petites modifications au poste de travail, que je crois que le mouvement est important parfois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, de notre côté, là, même en milieu professionnel maintenant, je trouve ça super important pour mes employés d'avoir on a une station de travail tapis roulant où est-ce qu'on peut mettre le laptop. On a vélo stationnaire où on peut brancher le laptop. Moi, ma chaise de travail, d'habitude, c'est un ballon d'exercice. Ça force ma posture, ça me garde à bouger un peu, ça calme un peu l'hyperactivité, mais me garde focus. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est un ensemble d'éléments qui font en sorte qu'on peut vraiment rendre le tout là, à l'atmosphère désirée. Oui, je suis d'accord. Oui, alors vraiment, c'est presque une culture sensorielle qu'on veut bâtir. On veut parler un peu plus de comment
intégrer tout ça dans la classe et dans les autres environnements aussi. Absolument. Moi aussi, j'utilise beaucoup ce langage-là, le style de vie ou la culture sensorielle est omniprésente parce que même dans les milieux scolaires, on a parfois des salles sensorielles, parfois on n'en a pas. Parfois, on a des salles de motricité globale où il y a beaucoup d'équipements spécialisés pour promouvoir le mouvement. Mais il y a beaucoup d'inégalités, c'est pas pareil partout, même au sein d'une même commission scolaire. Puis dans l'école comme telle, souvent, on a un horaire à respecter. Alors, c'est pas un milieu qu'on peut accéder n'importe quand. Alors, si on pense un peu plus, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, hein, la culture sensorielle, puis ça, c'est un médecin qui a créé ça, mais Dr. Miller d'ailleurs, mais ça fait, tu sais, oh mon Dieu, c'était tôt dans les années 2000 quand j'en ai entendu parler, mais c'est vraiment d'amener un aspect, peut-être plus, on percevoir qu'est-ce qu'on peut changer dans ce qu'on fait déjà. Donc, dans les activités de vie quotidienne à l'école, la collation, la récré, les transitions, comment on peut améliorer la valeur sensorielle de ces moments-là? Alors, au goûter, est-ce qu'on peut encourager l'utilisation de paille, par exemple, pour un peu plus de pression au niveau de la mâchoire, de la bouche. Donc, boire dans une paille, c'est juste un petit changement où les bouteilles dans lesquelles on met l'eau de l'élève, est-ce qu'il y a des différents bouts qui sont plus faciles au niveau sensoriel à intégrer? Est-ce qu'on encourage des bols de goûter avec des choses qui demandent plus de mastication où on a la pression encore à la mâchoire? Des petites choses comme ça. Est-ce que sous les tables de travail, on a des textures, des choses tactiles qu'on peut toucher qui sont juste collées là? Les concierges adorent ça en passant d'habitude. Ou genre souvent, j'en colle un peu sous les chaises, comme juste sur le bord des chaises. Puis tu penses là, juste des morceaux de tissu ou juste des petits bouts que tu coupes. Donc, des petites choses comme ça qu'est-ce qu'on peut intégrer dans le quotidien? Est-ce que les transitions peuvent se faire en marchant du reculon? Est-ce qu'on peut sautiller un petit peu? Donc, c'est pas de tout changer vraiment, mais est-ce que ces affaires-là, ça s'intègre rien? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a un animal? Parfois, il y a des animaux dans les milieux scolaires maintenant. Il y a beaucoup de recherches qui appuient la valeur au niveau du calme que ça peut créer même. Puis, oublie, là, tu sais, l'équipe scolaire en a besoin aussi des fois. C'est pas seulement Alors, moi, je trouve que, tu sais, ces petites choses-là, même contrôler l'éclairage, c'est une petite chose que tu peux faire, puis ça change tellement. Pas juste les lumières au plafond, là, mais même l'éclairage naturel qui vient dans ta classe. Si tu réussis à le filtrer un peu, le tamiser, ça l'aide beaucoup. Toi, Bruce, est-ce que c'est commun, ça, un peu l'approche de culture sensorielle dans ton cheminement scolaire? J'aurais souhaité que ça le soit plus présent, mais je me rappelle, là, entre autres, exemple, d'avoir un bout de couverture en soie. J'aimais le feeling de la soie entre les doigts. C'était apaisant, c'était calmant. Moi, c'était surtout, je vous dirais, de pouvoir aller faire ce que j'avais à faire, mais où est-ce que ça me tentait de le faire dans la classe. Donc, si je ne pouvais pas rester assis, par exemple, j'aimais pouvoir aller en arrière, des fois me cacher même dans le vestiaire. C'était tamisé, c'était sombre. Je pouvais m'asseoir à terre en dessous des manteaux pour faire mon devoir. Donc, c'était des petits trucs comme ça où le prof disait rien. Le prof savait que ça me faisait du bien, puis, tu sais, on ne faisait pas un gros plat, là, si on veut. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de super important maintenant. Tu avais ton petit coin douillet dans le vestiaire. Ouais. Oui, c'est vrai. Souvent, on utilise l'espace qu'on a. Hein? On ne peut pas toujours créer. On n'a pas la petite tente ou on n'a pas toujours l'espace souhaité. Mais d'habitude, si on a une bonne approche, si on est authentique, là, on dit, écoute, on va trouver de quoi? On va trouver de quoi? Souvent, même, on prend une table puis on met une grosse nappe dessus puis c'est en dessous de la table. Donc, tu vois, souvent, c'est possible. C'est possible. C'est intéressant d'entendre ça parce que ça fait déjà quand même longtemps. Ben, tu sais, relativement. Ouais. De beaux exemples. Et
Je retourne un peu au personnel du milieu de l'éducation. Est-ce que vous percevez qu'il y a quelquefois des obstacles à l'inclusion, peut-être pendant l'apprentissage? Ah oui. Comment est-ce qu'on peut améliorer le travail pour que ce soit plus inclusif? Oui, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se présenter. Il y en a toujours. Puis il y en a à différents niveaux. Tu sais, il n'y a pas seulement. Il y a comme des niveaux beaucoup plus élevés, le système, ou tu sais, il y a beaucoup de choses dans un milieu scolaire qui peuvent influencer les obstacles qu'on perçoit. Mais moi, j'essaie toujours de guider l'équipe en leur disant, écoute, comment tu te sens par rapport à cet obstacle-là? Parce que souvent, comment on se sent par rapport à l'obstacle va nous guider un peu, va nous informer, au moins l'équipe de soutien pour développer les besoins d'apprentissage de cette équipe-là. Tu sais, souvent, OK, il y a un obstacle, mais si le prof ou l'équipe, n'importe qui dans l'équipe, en fait, il y a vraiment de la difficulté à surmonter ça. On travaille avec eux. Tu vois, pour moi, tous les obstacles, c'est vraiment pour informer les occasions d'apprentissage. Alors, si on crée un espace où l'équipe peut avoir le courage d'exprimer leurs besoins, d'exposer des aspects plus vulnérables, ça va nous aider à les supporter, les appuyer là-dedans, OK? Puis, je pense que ça crée comme un peu de motivation pour eux de continuer aussi. Ils ne sont pas seuls. Il y a toujours, tu sais, pour toutes les équipes scolaires qui sont là présentement, il y a vraiment une grosse équipe qui est là pour vous appuyer. Mais la première chose à faire, c'est d'être capable de l'admettre que oui, j'aimerais ça travailler avec vous. Tu sais, peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on a ou d'admettre un peu les vulnérabilités, d'être courageux de faire ça, ça demande beaucoup, mais ça peut confirmer les besoins puis guider l'apprentissage tant qu'à moi parce qu'on évolue avec cet élève-là. Hein? Puis, si notre lien avec l'élève, les relations, on a dit que c'est tout est misé sur la relation. Si cette relation-là est forte, puis on a beaucoup d'empathie pour l'élève, puis ça va vraiment nous guider pour notre inclusion, mais ça va te donner la curiosité de vouloir comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour mieux connaître mon élève ou qu'est-ce que je peux faire pour mieux les appuyer? Puis ça demande même un peu de réflexion personnelle pour voir, OK, quel rôle est-ce que moi j'ai dans tout ça? Et puis, on ne verra pas ça comme du travail, comme une grosse tâche de plus. On va juste vouloir que tout le monde ait ce qu'ils ont besoin, même si ça demande un peu plus de nous. Tu vois? Donc, la relation avec l'élève va se tisser là-dedans aussi, à t'aider, en fait, à surmonter tes obstacles. Ouais, moi, c'est un peu comment je vois ça, parce que ça demande beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses à modifier. C'est une petite conversation comme ça aujourd'hui, mais modifier les approches d'enseignement, d'évaluation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Mais si le lien avec l'élève est fort et authentique, je crois que tout ça, tout le travail va se faire facilement. Je crois pas pour l'équipe école. C'est ce que je crois. Et je pense aussi de l'équipe école et s'ils souhaitent avoir une incidence durable sur l'inclusion. Alors, cette année, oui, ça va bien, mais l'année prochaine, et comment est-ce qu'on continue à inciter l'inclusion dans l'école, à l'école et plus tard? Oui, je pense, il faut prendre ça un élève à la fois parce que vraiment, tu peux amener des changements sur cet élève-là pour toute sa vie, tout son parcours. Tu peux vraiment là, avoir une empreinte qui va jamais s'effacer. Alors, c'est un gros, c'est gros dire ça, là, mais vraiment, tu veux y réfléchir, puis choisir un peu l'empreinte que tu vas laisser sur cet élève-là. Tu vas lui donner le sentiment d'être accepté puis être désiré dans l'école. Puis si tu es sincère puis tu transmets ça là, avec ton langage corporel, avec ton regard, avec ta chaleur, ça commence avec vous. Puis ensuite, tu vas être capable d'amener des changements dans toute ton école. Puis toi, tu vas être comme un guide, tu vas être à la tête du processus pour toute ton équipe.
c'est vraiment, tant qu'à moi, pour avoir un impact durable, c'est d'approcher l'inclusion de cette façon-là. Donc, tu veux vraiment amener ces changements qui vont durer, la culture d'empathie, l'acceptation. Tant qu'à moi, c'est vraiment ce qui va faire que ton inclusion est authentique. Je pense que les élèves ont vraiment un bon détecteur pour l'authenticité. Même les élèves, dont peut-être tu sous-estimes un peu pour leur habileté à déceler ça. Vraiment, je crois qu'ils sont des pros. Puis, je dis toujours aux équipes écoles de regarder un petit peu, tu sais, garde ton espoir parce que tu peux amener les changements. Juste une personne dans une équipe au complet, peut-être qui ont de la difficulté à surmonter les obstacles, mais toi, dans ton approche, tu peux amener les changements. Je l'ai vu trop souvent. Il faut que tu regardes l'élève. Tout ce qui compte, c'est vraiment ton lien avec cet élève-là. Tu le regardes, tu regardes dans ses yeux, tu vas voir vraiment la lueur, tu vas voir la petite étincelle où tu vas dire « Wow! » Comme je le sais que mon élève, même s'il n'est pas capable de communiquer avec moi en parole en ce moment, je le vois, je le sais que je suis capable de le rejoindre avec ma chaleur, puis notre lien est là. C'est vraiment magique, là, quand tu regardes ça. Puis je vous le dis, regardez pour ça, vous allez le voir. C'est vraiment trop incroyable quand tu amènes un élève à briller comme ça. Ouais. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un impact durable. Ben, Bruce, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça revient à l'avoir vraiment dans soi. C'est vraiment une vocation d'être un champion de l'inclusion, puis de pouvoir semer cette petite graine-là qui va juste créer le jardin de l'inclusion. C'est quelque chose qui, je me rappelle encore, je regarde au primaire, mon école se démarquait pour pouvoir juste se sentir inclus. Puis c'était quelques champions d'inclusion parmi toute l'école. Tu pouvais sentir cette énergie-là, ce lien-là. Tu voyais qu'elles en mangeaient, ces dames-là, de vouloir instaurer ça au travers de toute la petite école. Rendu à mon âge, je m'en rappelle encore. Donc, c'est quand même, je trouve ça quand même spécial. Oui, sûrement. Sûrement. On n'oublie jamais ça, ça reste avec nous pour toujours. C'est ça. Si c'est positif, tant mieux, mais on veut s'assurer que ce soit comme ça. Hein? On veut absolument s'en assurer. Ouais. Mais je vois souvent dans des équipes, l'effort est là pour créer les espaces où on peut être authentique, même en tant qu'adulte, peu importe nos années d'expérience. Mais ouais, on voit ça encore. Vous avez parlé beaucoup du sentiment de l'appartenance et je voulais demander, est-ce que vous avez des moments qui sont gratifiants pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose partagé, des scénarios, des expériences que vous avez eues à l'école ou dans les autres environnements qui sont vraiment gratifiants dans cette domaine? Il y a des gens qu'on n'oublie jamais, des équipes qu'on n'oublie jamais vraiment. Moi, je pourrais en partager plusieurs exemples. Je vais en choisir une. On va dire que mon élève, c'était le petit Joe. Puis, c'était une belle petite équipe école. L'enseignante, une enseignante chevronnée, qui est incroyable. Incroyable. Et puis, elle a reçu cet élève-là, elle a reçu un peu son profil, puis dès le début, c'était comme non, il peut pas, non, là, il vient pas dans ma classe, il peut pas venir. Comme, voyons, elle regardait là, un peu, oh mon Dieu, tous les obstacles. Elle énumérait tous les obstacles, incluant la neurodiversité, des gros défis émotionnels, des fugues, de l'agressivité, puis c'était comme un non, puis je me disais, ben voyons, s'il y a quelqu'un qui peut gérer ça, c'est bien vous? Non. Il y avait un obstacle, un gros obstacle. Ça a pris du temps. L'élève est arrivé, elle n'était pas prête pour faire ses changements, c'était pas facile, et, tu sais, ça bouillait fort, on va dire, mais avec le temps, nous, on a créé ce milieu-là pour que l'enseignant
puisse être vulnérable et admettre c'est quoi à la base de tout ça, à la racine, c'est quoi l'obstacle en vous qu'on ne peut pas surmonter en ce moment. Là. Je veux dire, les services d'urgence étaient appelés chaque semaine, l'élève était là seulement quelques heures. Je veux vraiment vous montrer là, comment c'était difficile pour cette enseignante. Et puis, quand on a réussi à créer le milieu où elle pouvait se sentir en sécurité puis admettre sa vulnérabilité, c'était comme lancer une flèche. Ça nous a guidés. On savait exactement comment remplir les besoins de l'enseignant. Et puis ensuite, le lien a pu s'établir avec l'élève. Un bon lien, un lien authentique, un lien avec de l'empathie. Je te le dis, c'était incroyable de voir ce qui est arrivé. Tu sais, toutes les suggestions d'une grosse géante équipe derrière l'enseignant est venue la supporter. Puis elle a tout géré ça comme un chef d'orchestre. Comme Bruce nous a dit tantôt, toutes les recommandations étaient bien camouflées dans le quotidien. L'élève n'était pas retiré pour aller faire ci, puis aller faire ça. C'était tout bien inclus dans la routine. Puis je me souviens encore de la première fois que je suis arrivée à la salle de classe. Puis c'est une salle de classe qui t'approchait un peu lentement. Puis, je cogne, puis je suis comme, Joe n'est pas là aujourd'hui? Parce que, écoute, c'est une équipe là, qui célébrait les absences, comme, Joe n'est pas là. Mais non, c'était comme, non, Joe est là. Puis je suis comme, ben voyons, c'était calme. Je voyais dans le langage même non verbal de l'équipe que tout le monde était calme. Il était assis en train de faire son panier de tâches. Puis, c'était super. Le lien était établi, l'inclusion était réussie dès ce moment-là. Mais, tu sais, quand on a réussi à surmonter l'obstacle en l'enseignant, l'acceptation est arrivée. Puis, c'est ça qui a tout déclenché. C'était vraiment là, comme si on avait un gros déclic, mais le véritable lien est arrivé. Puis, moi, je ne vais jamais les oublier. Jamais, jamais, jamais. Puis, c'était pas quelque chose que moi, j'ai fait. Je faisais partie d'une équipe, mais c'est quelque chose dont j'ai témoigné. Puis, c'était super. C'était super beau. Ouais. Une belle réussite. Ouais. Mm-hmm. Merci pour le partage. Oui, je reviens au sentiment de l'appartenance, un sentiment, comme vous avez dit, d'être authentique. Est-ce que vous avez peut-être un exemple de comment on peut aider au personnel d'éducation? Est-ce qu'il y a des questions qu'ils peuvent poser, quelque chose qu'on peut leur dire? Mais je crois vraiment, puis je vais demander, je le sais, juste parce que je suis la sœur de Bruce, je connais un petit peu des petites histoires aussi, puis j'aimerais qu'il partage une histoire après si le temps nous permet, mais je pense, tu sais, on ne peut pas fausser être authentique. Je ne peux pas vous donner des conseils et dire faites ça et vous allez avoir l'air authentique. Je pense vraiment la réflexion personnelle, être honnête avec soi-même. Et puis, tu sais, c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile, là. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Mais si on arrive à faire ça, puis on arrive à vraiment vouloir changer. Tout le monde, tu sais, on dit, oui, on veut changer, mais on veut pas faire la transformation puis le travail. Mais si on dit, je veux changer mon approche ou je veux vraiment pouvoir exprimer cette authenticité-là, juste en faisant cette réflexion-là, identifiant un peu nos besoins, puis être vulnérable, ça va nous permettre d'y arriver. Tu vois, ça va nous sortir un peu de l'état de jugement qu'on a souvent envers l'élève. Et puis, la sécurité de l'élève, ça ne peut jamais être ressenti tant ils vont percevoir des petits jugements envers nous. Puis, Bruce, je te mets comme ça devant tout le monde, mais je me demandais, parce que parlant d'authenticité, je me souviens juste un petit peu peut-être un obstacle avec un enseignant d'éducation physique, par exemple. Puis, c'était quoi? Tu sais, toi, malgré sûrement les efforts de cet enseignant, tu percevais qu'il y avait un petit manque d'authenticité. Je ne sais pas si ça te revient, l'histoire un petit peu de ton prof d'éducation physique. Primaire.
il y a quelques passages où je me sentais pas du tout, là, comme je faisais partie du groupe, puis tout ce que je faisais était jamais assez, puis j'étais quelqu'un qui était quand même mobilité un peu réduite suivant un accident d'auto. Donc, j'allais en éducation physique des fois en fauteuil ou avec le gros plâtre de la taille au pied. Puis, pour lui, c'était jamais assez ce que je faisais. Mais pour moi, juste d'être présent dans la salle d'éducation physique puis de constater ce qui se passait, c'était déjà beaucoup, tu sais. Ouais. Mais jamais l'esprit très compétitif s'instaurait beaucoup. On dirait comme ce prof-là, on dirait c'était plus c'était comme une emprise alpha avec une certaine partie de la classe qui était très compétitive. Puis moi, je me sentais toujours délaissé. Tu sais, on dirait que j'étais l'enfant qui était un petit peu moins habile, moins agile côté physique. Puis maintenant, je suis fier de dire que je suis un coureur quotidien, des triathlons, peu importe, il n'y a rien qui m'empêche. Tu sais. Mais je repense souvent à des moments comme ça où je me dis, il n'y avait pas tout à fait le tour, tu sais, avec l'inclusion dans sa salle de classe, puis faire en sorte que tout le monde se sente bien, tu sais. Donc, il y avait comme une genre d'espèce de feeling d'intimidation où là, je ne me sentais pas bien appartenu. Il n'y avait pas de lien de confiance. Je ne voulais jamais aller dans les salles de déshabillage non plus parce qu'il était là avec les gars, puis il parlait, puis on dirait que c'était comme tellement... juste en parler, on dirait je vibre à l'intérieur. C'était un feeling très accaparant, on dirait. Donc, ouais. L'importance d'être authentique quand même. Tu vois, des fois, même quand c'est des moments d'apprentissage, ça peut guider vers l'enseignant vers un moment d'apprentissage, tu vois. Ouais. C'est pas une histoire facile, je le sais, à partager, mais je pense que si ça peut aider quelqu'un, tu vois, c'est important d'en discuter. Ouais. Absolument. Je te remercie vraiment, Adriana, de guider notre conversation. C'est quand même une occasion unique de pouvoir jaser de l'inclusion à ce niveau-là. Ouais. Oui, et je vous remercie aussi le partage aujourd'hui et on a des commentaires dans le clavardage que vraiment, vous avez vraiment nous donné beaucoup à penser et comment pouvoir continuer l'inclusion dans notre environnement. Alors, les merci pistes beaucoup. de réflexion, c'est important aussi pour les gens. Absolument. Puis, tu sais, le lien, si tu fais rien d'autre, mais tu veux juste établir un vrai lien avec l'élève, avec même la famille, parfois, tu sais, quand ils sont plus jeunes, ça va t'amener vers beaucoup de succès pour l'expérience de cet élève-là. Ouais. C'est comme ça qu'on mesure. Tu sais, je sais qu'il y a plein de barèmes à suivre, puis on a des attentes au niveau de l'administration quand on travaille dans un milieu scolaire, mais vraiment, là, la personne pour qui vous travaillez, c'est l'élève. Puis, si vous arrivez à faire briller les petits yeux de cet élève-là, qui se sentent, peu importe la performance académique ou les attentes, faites juste les faire se sentir acceptés, désirés dans votre milieu, et puis vous allez être parmi nos champions, absolument, garanti. Ouais, garanti. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi, Adriana, présentement que vous recevez, mais s'il y en a, je réalise, j'espère que tout le monde a amené leur goûter, leur lunch, puis ils sont là présentement. Je sais, tu n'as pas beaucoup de temps libre dans un milieu scolaire, alors j'apprécie tellement la présence des gens qui sont là. Alors j'espère qu'ils peuvent manger puis apprendre un petit quelque chose en même temps. Mais s'il y a des questions pendant qu'on vous a encore avec nous, ça me fait plaisir. Mais sinon, je le sais que tout le monde a des journées bien remplies. Oui, c'est vrai. Il y a des commentaires que c'est vraiment bâtir le respect envers tout le monde dans l'équipe pédagogique, comment inclure tout le monde et puis en général, je pense que vraiment la présentation et la conversation étaient vraiment importantes. C'est juste un petit début, hein? C'est un début. C'est comme Bruce nous a dit aussi, planter des petites graines qu'on souhaite vont germer en vous pour amener un peu plus de réflexion, puis même des discussions
discussions dans vos équipes écoles. C'est pas toujours un milieu dans lequel on se sent à l'aise d'être vulnérable. Puis peu importe si on arrive dans une équipe où il y a plein d'enseignants chevronnés puis on est nouveau, parfois on veut pas toujours admettre nos défis puis nos moments qui nous guident vers des apprentissages, mais je crois que c'est essentiel, vraiment. Alors, souhaitons qu'on peut amener ces petites perles-là en vous aujourd'hui, puis que vous allez les avoir pour toujours, ça va vous accompagner. Ouais. J'espère bien. Ce que j'admire d'autant plus, si je peux me permettre aussi maintenant, en étant parent de 2 jeunes adolescentes de 14 et 17 ans, qui ont leur petit lot de défis aussi, surtout aussi dans le milieu monoparental. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de pression sur les professionnels du milieu de l'éducation. On a des grosses classes, autant du côté, peu importe dans quelle province on se situe. Et il faut toujours tenir compte, puis étant un parent avec un TDAH, je me rends compte qu'avec la pénurie de professionnels dans le milieu de l'éducation aussi, faut toujours tenir compte qu'on a des professionnels de l'éducation qui ont leurs propres besoins et qui essaient d'adapter aux besoins de 25, 30, 35 enfants dans une classe. Il y en a des plus spéciales que d'autres. J'aime beaucoup le mot spécial, puis pas un élève avec des besoins ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup l'authenticité, puis de faire sentir chaque élève spécial. Tu vas avoir des élèves très réguliers, puis tu vas avoir des élèves un peu plus spéciaux que d'autres ou un peu plus uniques que d'autres. Et ben, c'est ça. Des fois, ton prof de maths a peut-être un déficit d'attention avec hyperactivité lui aussi. Il a peut-être besoin de son petit fidget dans les mains quand il parle ou quand il transmet ses compétences. Puis, je me rends compte de ça maintenant en tant que jeune parent, qu'on a beau mettre tous les outils à la disposition des professionnels du milieu de l'éducation, mais il faut aussi mettre des outils à leur disposition pour leurs besoins également. Donc, je pense que c'est une relation là, à deux sens, puis il faut autant donner que recevoir, mais d'autant plus, comme je disais tantôt, des champions de l'inclusion, là, c'est vraiment une vocation, c'est en soi. D'accord, oui, absolument. D'accord, alors nous avons passé du temps ensemble et on peut continuer la conversation et on peut la continuer dans l'école, on peut la continuer tout le monde partout. Alors, je veux vous remercier, Julie et Bruce et tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. La séance était instructive, passionnante. On va continuer à en parler. Et je voulais aussi vous laisser savoir qu'il y a un lien au sondage dans la boîte du clavardage et vous recevrez également tout le monde un courriel qui contient le sondage ainsi que la séance aujourd'hui qui est enregistrée. Merci beaucoup, Adriana. Merci. Merci à tout le monde d'être là aussi, vraiment. Est-ce qu'on a des questions? Merci.